Nous avons tous en tête cette vérité validée par l'acquittement de 13 accusés à l'issue de 2 procès, à Saint-Omer puis à Paris. Une version taboue sur laquelle il serait impossible de revenir. Pourtant, l'affaire d'Outreau n'était pas aussi simple qu'on l'a dit et répété. La vérité judiciaire des acquittés n'en a-t-elle pas éclipsé une autre, tout aussi judiciaire? Qui sait par exemple que 12 enfants ont été reconnus victimes de viol et indemnisés par la justice? Ces enfants ont été effacés de notre mémoire. Quant au dossier d'Outreau, dense et compliqué, il a été littéralement escamoté. Retour sur une affaire judiciaire. Il a commencé à m'attacher une main, une deuxième main. Une main derrière le dos. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Il a commencé à se déshabiller. Ma mère commençait à pleurer, crier, essayer de casser la porte. C'est le jour que je me rappellerai toute ma vie. Il a commencé à me violer. J'avais mal. Je lui ai dit que ça fait mal. Il me dit, bah attends, tu vas connaître la vraie douleur. Tu vas vraiment savoir. Tu vas vraiment savoir c'est quoi la douleur. Donc je pleurais. J'étais KO. Ou vraiment après, quand c'était fini, j'étais KO. J'étais un légume. Je pouvais plus bouger. Je pouvais plus marcher. Les enfants, j'en ai vu défiler. Chez moi, j'en ai vu défiler. Une fois, Aurore se faisait violer devant moi. Elle criait en me regardant, en pleurant. Kevin, au secours, Kevin, au secours, Kevin, au secours, tout le temps. Kevin, au secours. Mon beau-père le frappait en disant, il t'aidera pas. Il n'y a personne qui t'aidera. Il me frappait pour montrer que moi j'étais faible, que je pouvais aider personne. En disant, lui, c'est pas un dur. Lui, c'est pas quelqu'un qui peut vous aider. J'avais peur. J'avais tellement peur que j'ai rien dit à personne. La peur dont parle Chérif, Dimitri Delez, son frère cadet, en témoigne également. Souvent, on nous disait, si tu continues à te débattre, on te mettra, on descendra à la cave. Je veux dire... Tous les enfants, en tout cas tous ceux-là que j'ai vus et que j'ai connus, ont été menacés. Toujours les mêmes techniques. Tu veux telle chose, je vais te l'acheter, mais sois tranquille. Tu restes tranquille et tu auras ça. Et tu dis rien à personne si on t'est mort. Tellement on nous avait empêchés de dire non, tellement on avait vu ces choses-là que malheureusement ça devenait une habitude. On devait aussi regarder les autres en train de se faire violer ou en train de se toucher entre nous. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. C'était payant pour les gens, pour qu'ils puissent s'amuser. Sur moi, sur mes petits frères, et comme sur d'autres enfants, quoi. J'en ai vu beaucoup. Les enfants, j'en ai vu défiler. Chez moi, j'en ai vu défiler. Ils disaient tous la même chose. J'ai vraiment vécu presque 2 ans de calvaire. Ou que si j'allais là-bas, tous les dimanches, je savais qu'est-ce qui allait m'attendre. Des fois, sur la route, de là où je vivais chez ma famille d'accueil,
jusqu'à Outreau. Je regardais le ciel. Je demandais à Dieu de m'aider. J'avais même les larmes aux yeux en me disant, Dieu aide-moi. Arrête tout ça. Et après, j'ai coupé les ponts. J'ai fui. J'ai laissé dans la merde. J'ai dit tout à ma famille d'accueil, c'était fini. J'ai laissé ça comme ça. À un moment, c'était un grand jour pour moi, où ça m'a vraiment sauvé. Mon père, donc comme d'habitude, m'envoyait lui acheter des bières. Je vois qu'une personne me tire le bras, c'est ma mère. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Tout le temps, elle s'excusait. J'entends une grande voix qui commence à crier mon prénom. Cette grande voix, tout le monde le connaissait, hein, tout le monde en avait peur. Bah, c'était mon père qui me demandait de remonter pour son alcool. Mon père a commencé par prendre mon petit frère et à le secouer dans le vide. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu des voitures arriver, l'assistante sociale. Et c'est de là que j'ai été placé. C'est Dimitri. Lui, il a réussi à en parler. En sécurité, les enfants parlent. Les familles d'accueil préviennent les services sociaux. Nous sommes en décembre 2000. Et ces travailleurs sociaux ont transmis leurs inquiétudes et ont écrit des rapports qui étaient tout à fait essentiels parce qu'ils avaient effectivement le sentiment que de graves dangers et de graves carences ou de graves dangers se produisaient au sein des familles d'origine. Le procureur de la République alerté, une enquête préliminaire est ouverte. Les enfants sont entendus par des policiers spécialisés de la brigade des mineurs. Les enfants avaient été entendus à plusieurs reprises. Et à aucun moment, la parole des enfants n'a varié. Un enfant ne va pas dire que lui, il a eu la sodomie ou il a mis un sexe dans une bouche. Jamais. On va jamais dire ça. Parce que le mot, c'est des manières. C'est ça qu'il disait. Il disait, viens chez moi à faire des manières, c'est tout. Donc moi, je dis exactement qu'est-ce que eux, ils me disaient quand j'y allais à leur maison ou quand je restais chez moi enfermé et que je les attendais quand j'étais vraiment tout nu. Ils disaient, viens, il va arriver, lui, il va te faire des manières. Ce qui ressortait, c'est que ces enfants avaient souffert comme c'était pas possible, chose que nous, on n'a jamais vue. Ces enfants avaient subi des... Vous dites, c'est pas possible. On est des êtres humains, je ne sais pas, c'est pas pensable, pas... Mais... Je dirais, il y a quand même plusieurs enfants qui nous racontaient la même chose. C'était dur, tout ce qu'ils pouvaient nous dire. Le couple Delay Badaoui, qui filmait les viols avec un caméscope, n'est pas arrêté chez lui à l'improviste, mais simplement convoqué au commissariat. Ce qui lui a laissé le temps de faire le ménage et notamment de faire disparaître les cassettes compromettantes. Après plusieurs semaines d'enquête policière préalable, le juge d'instruction de permanence est désigné. Il s'appelle Fabrice Burgot. Je suis arrivé à Boulogne-sur-Mer en septembre 2000.
Mais j'étais déjà en poste comme auditeur de justice depuis pratiquement 2 ans à Béthune et à Dunkerque, où j'ai pu connaître des dossiers qui étaient très très proches de celui qu'on appelait le dossier d'Outreau. Le procureur Philippe Muller était à l'époque au parquet général. Il garde un souvenir très précis du dossier. On peut d'abord évoquer la violence qu'il y a dans ce dossier. La violence qu'a eu à traiter M. Burgot, puisqu'on a affaire à des violences sexuelles extrêmement graves sur de très jeunes enfants. Les déclarations des enfants ont toujours été prises au sérieux, mais jamais pour argent comptant. Donc les enfants parlaient avec leurs mots d'enfants, mais sur des réalités d'adultes. Lorsque Shérif dit avoir été abusé avec une baguette de pain, bien évidemment, lorsque l'on prend les choses au premier degré, ça paraît totalement fantaisiste. En revanche, lorsque l'on sait qu'il s'agit d'une baguette en plastique de type dinette qui servait à commettre des sévices, on s'est toujours efforcé, moi-même, les enquêteurs, de vérifier ce que pouvaient dire ces enfants, ne minimisant pas leurs paroles, mais également ne prenant pas à outrance cette parole, la remettant sans cesse en cause, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à des psychologues. C'est Marie-Christine Grison de Jehansart, psychologue et expert, qui en premier a examiné les enfants. J'ai été impressionnée par les tremblements irrépressibles des enfants qui revivaient les scènes et qui me montraient par terre, dans des postures plus ou moins qu'on pourrait qualifier d'obscènes, ce qu'ils avaient vécu. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'ils parlaient des personnes. Ils ne les ont jamais citées comme ça délibérément. Mais au moment où ils revivaient les séquences de viol en réunion, ils citaient les personnes qui étaient concernées dans les postures qu'ils prenaient. On voyait très bien que ce n'était pas une leçon, comme vous disiez, qu'avaient appris les enfants. On voyait que ça sortait du cœur, ça sortait des tripes. Si l'enfant change un petit peu ses déclarations, on dit, vous voyez, il ment. Mais là, dans ce cas précis, les enfants, malgré tout, avaient la même déclaration qui revenait dans les différentes auditions. Placés pour la plupart dans des familles d'accueil différentes, éloignés les unes des autres, les enfants ne peuvent pas communiquer entre eux. Les enfants en signalent d'autres et accusent d'autres adultes. Au total, plus de 50 mineurs apparaissent dans la procédure. 10 ans après, Dimitri Delay se souvient. Ils m'ont montré les photos, j'ai dit tous les prénoms. Ils disent ça c'est ça, c'est ça, ça c'est ça. Donc pour les agresseurs, je me rappelle de... Dimitri compte sur ses doigts et retrouve le nom de 11 adultes. Parmi eux, celui de personnes qui, certes apparaissent dans le dossier, mais qui n'ont pas été jugées. Shérif, lui, accuse 9 adultes, parmi lesquels sa mère Myriam Badawi et son beau-père Thierry Delay. Je les ai en tête et je les aurai toujours en tête. Maître Thierry Normand était l'un des 2 avocats des enfants victimes. Il y avait un cercle incontournable, incontestable, et qui concerne la famille Delay et quelques voisins. Et donc là, on est dans le dossier classique avec une certitude, il n'y a jamais de certitude, mais enfin une très forte présomption de culpabilité, et le récit des enfants sur les sévices qu'ils subissent en famille est d'une crédibilité absolue. Il y a un deuxième cercle qui lui aussi me paraît tout à fait crédible, où les enfants décrivent quelques personnes, je n'ai évidemment pas cité de nom puisque l'affaire a été jugée, les enfants, de manière précise, viennent mettre en cause un certain nombre d'intervenants extérieurs à l'immeuble qu'ils identifient, qu'ils connaissent. Là encore, ce deuxième cercle est tout à fait crédible et le récit des enfants est parfaitement cohérent, contrairement à ce qu'on a pu dire. C'est à bord de plusieurs voitures de police et cachées sous des couvertures que les 6 personnes soupçonnées de pédophilie ont été déférées ce matin devant le juge d'instruction. Parmi elles, un couple d'huissiers, un prêtre, un chauffeur de taxi. Malgré une très longue confrontation, personne n'a reconnu les faits. Jusqu'alors, l'affaire n'avait eu qu'un écho local. Les médias nationaux la découvrent après une nouvelle série d'arrestations qui ne visent plus seulement des familles pauvres. J'ai suivi pas mal de faits divers, dont l'affaire Outreau. J'ai été un des journalistes à la relayer sur le plan national.
en faisant un article d'une page, à l'époque, qui s'intitulait « La maison de l'horreur ». Un article qui n'était pas vraiment rédigé avec la plus grande précaution à l'époque. Ce qui était rigolo, c'est que j'ai été contacté, c'était juste après l'incarcération de ceux qu'on a appelés un peu vite les notables, quelques jours après. Et j'ai été appelé par un des avocats de ces 10 notables, qui me raconte à l'époque que ça fait 30 ans, ces mots résonnent encore dans ma tête, ça fait 30 ans que je fais du pénal, jamais j'ai entendu parler d'une affaire aussi horrible, ce qu'ils ont fait à ces enfants est ignoble, mon client crie en son innocence, mais il est noir comme du charbon. Hein. Il me rappelle de ça, il me donne des détails de cette affaire, et je fais un papier, j'appelle le parquet à l'époque de Boulogne, j'appelle les avocats de la partie civile, qui sont beaucoup plus prudents que l'avocat qui défend un de ces notables. Le dossier prend une ampleur inattendue. Dans un premier temps, on avait le couple Delay-Badawi avec leurs enfants, et on était sur une affaire, je dirais, d'inceste familial et réservée à cette situation familiale. Et puis au fil du temps, on est arrivé à 18 mises en examen. Donc on est parti de 2 mises en examen à 18, ce qui est quand même important, avec notamment 6 femmes. C'est assez exceptionnel de l'indiquer, même si dans d'autres procès, on a eu à connaître un nombre de femmes important. 6 femmes, un tiers de femmes, des femmes qui ont commis des violences sexuelles extrêmement importantes sur leurs enfants. C'est quelque chose quand même difficile à gérer parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des femmes mises en cause sur ce type de dossier. Le juge d'instruction doit gérer ce dossier hors norme, sans moyens supplémentaires. En février 2001, je devais avoir aux environs de 100-120 dossiers qui étaient en cours dans le cabinet, sachant que la moitié intéressait des dossiers de pédophilie qui étaient très proches de ce dossier dont j'ai été saisi à ce moment-là. Les 2 autres juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer étaient également très chargés, de sorte que je n'ai pas eu du tout d'aide, en tout cas dans un premier temps, sur ce dossier. À ce stade de l'instruction, on retrouve ce qui existe dans la plupart des dossiers de crimes collectifs. Chaque accusé se défend en se démarquant des autres. Il y a des mises en examen qui se sont accusés les uns les autres. Voici par exemple la lettre que l'un des mis en examen, un futur acquitté, adresse au juge Burgot. Au total, des dénonciations précises, avec des détails concordants. Alors qu'aucune concertation n'était possible entre les accusés, puisqu'ils étaient incarcérés dans des prisons différentes. Les confrontations entre dénoncés et dénonciateurs virent parfois à l'affrontement. Lors d'une confrontation entre adultes, l'un des adultes mis en examen, qui a été condamné en première instance à Saint-Omer, puis acquitté, a dû être maîtrisé par 3 ou 4 gendarmes, compte tenu de la violence dont il faisait preuve à l'égard d'autres mises en examen. Les gendarmes ont eu du mal à le maîtriser, à lui passer les menottes. On est vraiment très loin de la photo des acquittés, posant tous ensemble sur les marches du palais de justice. Les avocats indiquaient que le dossier ne tenait que sur les déclarations des enfants. Ce que j'ai fait immédiatement quand j'ai eu le dossier entre les mains, j'ai fait les auditions des mises en examen, les auditions des victimes, les auditions de témoins. J'ai pris le tas auditions victimes, enfants, et j'ai mis de côté. Et j'ai pas touché, et j'ai travaillé uniquement sur l'audition des mises en examen et des témoins, pour vérifier si effectivement les avocats avaient raison ou pas. Et je me suis rendu compte que à mon idée, à mon filtre, le dossier tenait sur les simples déclarations des accusés et des témoins. Et ensuite, j'ai pris la pile des enfants, pour ne pas les oublier, pour voir si effectivement on pouvait croiser les informations, les déclarations, entre les déclarations des mises en examen qui s'accusaient entre eux. Et j'ai mis les déclarations des enfants et je les ai croisées.
Et pour beaucoup d'entre elles, effectivement, ça se croisait parfaitement. L'instruction va connaître 2 rebondissements qui, par la suite, vont être présentés comme des preuves de l'incompétence du juge. Plusieurs enfants affirment avoir été emmenés en Belgique pour y être violés au cours de parties fines. Ces déclarations sont confortées par des écoutes téléphoniques au parloir de la prison. Une conversation édifiante entre Thierry Delay et sa propre mère. La piste belge n'aboutira pas. Ce ne sont pas les enfants, mais l'un des adultes mis en examen qui va provoquer le second rebondissement. Les policiers du SRPJ de Lille recherchent le corps d'une fillette, 5 ou 6 ans, belge sans doute. À l'origine des fouilles, ce jeune homme, entendu hier par le juge d'instruction, il a reconnu avoir assisté au meurtre. C'est par une lettre que ce mis en examen a alerté le juge Burgot. Mais France 3 en reçoit également une copie. Comment ce double du courrier a-t-il pu quitter la prison ? Dans la foulée de cette lettre, les faits faisaient l'ouverture des journaux télévisés, que l'on filmait en direct les excavatrices qui creusaient dans le jardin au pied de l'immeuble en pensant qu'on allait découvrir des corps d'enfants, que le magistrat, le maire de la ville d'Outreau à l'époque n'avait pas hésité, et on peut comprendre son émotion, à dire qu'il s'attendait au pire et à ce qu'on trouve plusieurs enfants, 3-4 enfants, et qu'il s'attendait à des orages, à découvrir un charnier. Donc là, il y avait eu quand même, et ça peut s'expliquer, une dramatisation qui n'a existé dans aucun autre dossier de ce genre, à ma connaissance. Ils n'ont rien trouvé. Toute la journée, les enquêteurs du SRPJ de Lille ont fouillé ce petit jardin ouvrier sans succès. Pas trace du corps de l'enfant. Une fillette d'origine flamande, sans doute, de 5 ou 6 ans, pas plus. Là, on n'a rien découvert. Cependant, les policiers pensent que les témoignages qu'ils ont reçus sont bons. À partir du moment où il y a cet élément-là, le dossier devient totalement immaîtrisable. Et le magistrat instructeur, le procureur, l'ensemble des intervenants judiciaires sont confrontés à une obligation de maintien en détention de l'ensemble des protagonistes de l'affaire, tant qu'on n'aura pas tiré au clair ce récit. Par la suite, le dénonciateur, un futur acquitté, expliquera qu'il a inventé toute cette histoire pour démontrer par l'absurde que le juge était prêt à faire n'importe quoi. Mais plusieurs enfants avaient parlé de ce meurtre présumé. Et le dénonciateur lui-même l'avait évoqué devant un psychiatre, tout en reconnaissant avoir violé des enfants pour de l'argent. On nous donne des déclarations. Nous sommes obligés, par notre rôle de parquet, de procureur, nous sommes obligés de pouvoir vérifier la réalité ou la non-réalité d'une infraction. Et donc, il était tout à fait normal qu'on demande au juge d'instruction de vérifier cette piste. Magistrate à la Cour de cassation, Pascale Fontaine connaît très bien le dossier. Elle siégeait à l'époque à la chambre de l'instruction à Douai. Ça n'est pas parce qu'on ne trouve pas un élément que pour autant cela n'existe pas éventuellement ailleurs ou que pour autant une recherche infructueuse va venir invalider le reste du dossier. Dans tous les dossiers d'instruction, vous avez un juge d'instruction qui va chercher dans un sens, il ne trouve pas dans ce sens-là, il ferme la porte et il repart travailler. Il y a quand même une étrangeté dans cette affaire, c'est que finalement on a, de par la parole des enfants, le récit d'un crime qui n'aurait jamais existé, et ce récit est à peu près semblable à celui que fait dans ses déclarations, dans la lettre folle qu'il adresse à FR3 Nord-Pas-de-Calais. Le dossier est devenu volumineux. L'instruction touche à sa fin. Qui doit être écarté du dossier? Qui doit être jugé? Une trentaine de personnes ont eu leur nom cité dans le dossier. Sur ces 30 personnes, il a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour
une dizaine d'entre elles. 36 adultes suspectés précisément. 1 sur 2 mis hors de cause. Prétendre que l'instruction a été faite à charge ne correspond pas à la réalité du dossier. Fabrice Burgaud a également fait ce même travail d'écrémage, entre guillemets, concernant les enfants. Il a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour que tous les enfants soient considérés comme victimes de ces adultes-là dans son dossier. Avant la fin de l'instruction, Fabrice Burgaud est nommé au pôle antiterroriste à Paris. Une promotion qui témoigne des qualités que la hiérarchie judiciaire lui reconnaît. Nous, on nous vend un juge d'instruction qui bosse bien, qui est jeune. Ce n'est plus le vieux juge d'instruction poussiéreux qui est dans son cabinet. Lui, il est moderne. Et donc d'ailleurs, à lui tout seul, il a résolu une affaire de pédophilie avec des ramifications internationales, avec des dizaines de suspects, des enfants nombreux qui ont été victimes. Donc on nous le présente, on nous le vend comme l'archétype de ce nouveau juge d'instruction. Je n'ai pas compétence à qualifier le travail d'un collègue, mais je dirais quand même que le travail du juge Burgaud est un travail correct. Correct comme tout dossier d'inceste et de violence sexuelle. Il l'a traité comme tous les dossiers qu'on traitait à l'époque. Il n'y a pas eu d'anomalie dans le traitement de ce dossier. La procédure a été suivie correctement. Il a lancé les expertises qu'il fallait. Les auditions et le contenu des auditions, là par contre, je dirais, ont été assez remarquables dans la mesure où vous aviez une partie où le juge Burgaud procédait à l'interrogatoire et procédait lui-même aux questions, et toute une partie qui était laissée à la défense, où vous aviez quelquefois une page, 2 pages, 3 pages, quelquefois une vingtaine, 25 questions posées par les avocats de la défense sur la personne interrogée. Et ils ont pu poser des questions. Ils ont pu effectivement imposer leur vue à l'intérieur des interrogatoires qui ont été menés par M. Burgaud. Et ça, j'ai rarement vu. Depuis ce matin, aux marches du palais de justice de Boulogne, c'est un incessant va-et-vient d'avocats et de prévenus pour des confrontations dans l'affaire de pédophilie de la Tour du Renard à Outreau. La défense contre-attaque. Le juge Burgaud aurait instruit à charge puisqu'il n'a pas organisé de confrontation entre les enfants et leurs agresseurs présumés. J'ai décidé de ne pas organiser de confrontation entre les enfants et les mises en examen. Le dossier était marqué de très grandes violences envers les enfants et les enfants tremblaient littéralement devant leurs agresseurs. Ce choix du juge est-il pertinent? Nous l'avons demandé à l'un des sages de la République, Pierre Jox, ex-ministre et ancien membre du Conseil constitutionnel, inscrit au barreau comme avocat bénévole des enfants. Si un de vos enfants avait été abusé sexuellement, est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous accepteriez la confrontation entre votre enfant et l'agresseur? C'est tellement compliqué de recueillir le témoignage d'un enfant que, avant de mettre en cause une procédure parce qu'on n'a pas choisi la confrontation, comme il y a d'autres éléments de suspicion, puisque la plupart des adultes mis en cause, ils se sont accusés entre eux. Ils se sont mis en cause les uns les autres. Alors, très souvent, on dit « Ah, la parole des enfants ». Très bien, mettons en cause la parole des enfants. Mais les adultes, ils se sont accusés les uns les autres. Alors, leur parole ne vaut rien. Non, je crois que cette question de confrontation, la confrontation entre adultes, c'est une chose. La confrontation entre un enfant qui a été violé ou abusé, et parfois de façon répétée, et certains des coupables, ça mérite réflexion. Michel Gastaud fait partie de ces présidents de cour d'assises qui ont su gagner l'estime et le respect de tous. Il a présidé plus de 500 procès. Il jette sur le dossier d'Outreau un regard très professionnel. Comme l'a dit l'inspection des services judiciaires, c'est une instruction qui avait été faite honnêtement. Ce n'est vraiment pas l'opinion des avocats de la défense qui se disent indignés. On ne répond pas à nos demandes d'actes. Lorsqu'on demande une confrontation, on ne nous répond pas. En réalité, la défense a très peu contesté le travail du juge. Ce qui a été peu dit dans cette affaire, c'est que les avocats de la défense sont restés étrangement discrets pendant toute l'instruction. C'est-à-dire qu'ils ont... alors, est-ce que c'était stratégique ou pas, ou est-ce que c'était parce qu'ils se sont mis à travailler tard sur le dossier, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont demandé très peu d'actes. Les avocats ont la possibilité de faire un appel et de venir devant nous, chambre de l'instruction.
ils nous ont saisis en appel 5 fois. Ce qui signifie que sur les 18 mois d'instruction pendant lesquels Fabrice Burgot a travaillé sur le dossier, les avocats n'ont pas été satisfaits par son travail 5 fois. J'ai très peu vu de critiques sur le dossier lui-même. Les avocats ont certes attaqué le juge, en tant que personne, en tant que magistrat. Ils ont certes attaqué le procureur de la République. Ils ont attaqué la justice dans son institution. Le dossier lui-même, ils l'ont très peu attaqué. Le dossier lui-même était très peu attaquable. La défense mesure à quel point le dossier, pour elle, est un obstacle majeur, comme le reconnaît Maître Pouille Deldic, l'avocate de Myriam Badaoui. La tâche était tellement lourde pour les avocats de la défense à Saint-Omer. Ils arrivent avec un dossier qui est quand même ficelé. Il fallait adopter une stratégie de défense implacable. Comment faire oublier le dossier d'instruction? C'est la question que se posent les avocats de la défense, notamment ceux qui, venus de Lille ou d'Amiens, après l'arrestation des prétendus notables, ne cachent ni leur ambition ni leur soif de médiatisation. La défense choisit une stratégie audacieuse. Alors qu'ils s'étaient abondamment dénoncés entre eux, 13 des 17 mises en examen font bloc. Tous se disent innocents et victimes d'une justice malveillante. Tous se portent garants de l'innocence des autres. Désormais, la défense est collective et tous les avocats vont tenir le même discours. Il y avait une stratégie, bien entendu, une stratégie globale de la défense qui était évidente au vu de ce qui pouvait se dire ou se faire sur les marches du palais. C'est leur choix, je ne le critique pas, simplement il faut le prendre comme tel. C'est effectivement une stratégie sur tout le contentieux de la détention. J'ai siégé plus d'une quarantaine de fois pendant à peu près 2 ans sur ce dossier et donc j'ai été amenée à voir finalement très régulièrement plusieurs des personnes qui étaient à ce moment-là en détention. Et je me souviens que plusieurs fois, certains avocats nous ont dit en souriant ou un peu avec dédain, mais ce que vous faites là sur la détention, ça nous est égal, ça n'est pas ça qui nous intéresse, nous préparons Saint-Omer. Et ce discours-là, nous préparons Saint-Omer, donc le procès d'assises, il le tenait plus d'1 an avant. Avoir une stratégie commune ne suffit pas. La défense doit également gagner le procès à l'extérieur du palais de justice. Elle doit gagner la bataille médiatique. On a travaillé avec le dossier d'instruction, puisqu'on l'avait sur CD-ROM, et qu'on allait, bon, c'était une énormité de dossiers, enfin, il y avait des tomes et des tomes de PV. Donc c'est vrai qu'on était très orientés par les avocats de la défense qui nous montraient à chaque fois les failles du dossier. Le procureur Éric Morel était alors en poste à Saint-Omer. Il évoque en 2006 une proximité inédite entre les avocats de la défense et les journalistes devant l'inspection générale des services judiciaires. Se faire le juge d'instruction, oui, ça a été dit, je l'ai entendu. Oui, bien sûr. Oui, ça a été dit, c'était évident. C'était dit par qui? Ça, c'est secret professionnel. Mais ça a été dit par des avocats, évidemment. Ça a été dit, oui, bien sûr. Et bon, ça, c'est la règle du jeu. En orientant les journalistes, la défense leur rend aussi service. Quel chroniqueur aurait le temps de lire l'intégralité du dossier? D'où un risque de confondre la parole des avocats avec la réalité de l'instruction. Qui pourrait reprocher à un avocat d'utiliser tous les moyens en sa possession pour obtenir le meilleur résultat possible? Le rôle de l'avocat n'est pas d'obtenir la vérité. Le rôle de l'avocat est de défendre son client. Et entre la défense et la vérité, il peut y avoir un fossé. Le procès s'ouvre à Saint-Omer en mai 2004. Seuls 17 des 18 mises en examen comparaissent, car l'un d'eux est décédé en prison. Tous accusés par des enfants et, au départ, par un ou plusieurs codétenus. Dès son ouverture, la défense choisit de désorganiser le procès.
Elle fait citer à la dernière minute 150 témoins. Face à l'ampleur de cette affaire, la cour d'assises de Saint-Omer semble débordée. Ce matin, l'appel des 150 témoins a même lieu dans la cour du palais de justice. On a multiplié les témoins de moralité. Effectivement, c'était de bonne guerre. 20 personnes qui viennent dire que monsieur Untel est un homme estimable, généreux, gentil, bon père de famille. Ça peut bien sûr avoir un intérêt pour se dire, après tout, s'il est si bon père de famille, il ne peut pas être capable de faire les choses qu'on lui reproche. Bon, ça fait partie des choix de défense. Alors, plus il y a de témoins, plus il y a de personnes entendues, plus il y a de dispersion, bien évidemment. Du coup, plus personne ne sait exactement quand il sera entendu. Les enfants et les experts attendront parfois des heures, voire des journées entières avant de déposer à la barre. Quant à la salle d'audience, elle est très curieusement aménagée. Comme il y avait 17 accusés, au lieu de mettre les accusés à leur place habituelle dans toutes les cours d'assises, c'est-à-dire en face le procureur, dans ce qu'on appelle généralement le box des accusés, au lieu de les mettre là, parce qu'ils étaient trop nombreux, on les a donc mis dans le public. Et qui a-t-on mis dans le box des accusés? On y a mis les enfants. Je ne comprends pas comment les responsables de l'organisation de ce procès ont eu cette idée un peu extravagante de renverser les situations et de mettre les présumées victimes à l'emplacement des présumés accusés et les présumés accusés à l'emplacement du public. Juste à côté des journalistes, où ils se trouvaient d'une certaine manière spectateurs de leur procès, alors que les enfants se trouvaient eux, confrontés au regard de tous. On s'est dit, mais on a commis une erreur. Mais ça a été une erreur vraiment involontaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à placer les victimes en tant qu'accusés. On a cherché à trouver une solution pour tenir le budget. Et dans la symbolique judiciaire, c'est même très compliqué parce que les professionnels sont habitués à pratiquer dans un rituel immuable et la disposition des lieux n'est pas innocente. Ça joue un rôle sur l'évolution d'une affaire. Donc là, pour des raisons pratiques, on était tout à fait hors norme. Non seulement les repères sont brouillés, mais le procès lui-même est déséquilibré. Les accusés sont défendus par 19 avocats, alors que les 15 enfants n'en ont que 2. À partir du moment où je pose une question à un témoin, mais que derrière ma question, 10 confrères veulent également, pour la défense, veulent poser une question à ce témoin, on en retire l'impression que finalement, la parole est plus donnée à la défense qu'à la partie civile. Et la défense va littéralement prendre le pouvoir. J'ai assisté à plusieurs procès concernant l'enfance maltraitée avec, très souvent, la mort de l'enfant. Mais je n'ai jamais vu un procès comme celui de Saint-Omer. Une véritable foire d'empoigne où les défenseurs, oui, je peux le dire, hurlaient dans la salle. On était impressionnés tout au moins au début. Bon, après, on a pris l'habitude. Les avocats de la défense vont tout faire pour escamoter le dossier d'instruction, comme en témoigne le procureur Morel devant l'inspection générale des services judiciaires. Si nous avions pu prévoir qu'il y aurait une certaine défaillance dans la maîtrise du procès au niveau de l'autorité judiciaire sur les intervenants, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait à mon sens fallu que les autorités judiciaires se montrent extrêmement classiques dans le déroulement de l'audience et ne laissent pas aux uns et aux autres la possibilité d'organiser un happening judiciaire où tout le monde prenait la parole à tout bout de champ, dans n'importe quelle position, n'importe quelle direction, créant la confusion générale. Les avocats se relaient pour déstabiliser tous les témoins gênants pour leurs clients. En premier lieu, les travailleurs sociaux qui ont recueilli les confidences des enfants. C'est vraiment scandaleux d'avoir pu penser que les familles d'accueil et les travailleurs sociaux auraient contaminé le dossier à partir du moment où ils faisaient simplement leur travail et ils décrivaient ce qu'ils voyaient. Donc on leur a reproché en fait de faire leur travail, d'avoir soi-disant été partial dans la manière de rédiger ces rapports, alors qu'en fait ils n'ont fait que décrire la réalité. Puis c'est au juge Burgot d'être entendu comme témoin.
Il arrive de Paris sous protection rapprochée, ce qui sera mal perçu alors qu'il ne s'agit que des mesures de sécurité appliquées à l'ensemble des magistrats antiterroristes. Pour la défense, Fabrice Burgaud doit supporter la responsabilité de ce qu'elle appelle déjà un fiasco. La déposition comme témoin à Saint-Omer a été très difficile. C'était dans un climat d'hostilité très très fort de la part de la défense qui cherchait à me démolir, qui attaquait non pas le travail qui était fait, mais plus pratiquement ma personne, la personnalité, la façon dont j'étais habillé. Notamment, les médias critiquaient le fait que j'avais un costume trop grand pour moi, avec tout ce que ça impliquait. Notamment que le dossier était beaucoup trop important pour ma petite personne. Nouveau coup de théâtre à Saint-Omer au procès de ce que l'on ne doit plus appeler le réseau pédophile d'Outreau. On cherche à expliquer depuis des semaines, des mois, ce qui ne va pas dans le procès d'Outreau. Et lorsque les débats finalement se terminent pratiquement et nous sommes à quelques jours des plaidoiries, on constate que l'expert des enfants n'est pas impartial et n'est pas indépendant vis-à-vis d'une partie. Moi, je vais vous dire, c'est un scandale supplémentaire et c'est la démonstration d'un fiasco judiciaire supplémentaire. En 25 ans d'expertise, jamais les compétences de Marie-Christine Grison de Jehansard n'avaient été mises en cause. Pendant l'instruction, aucune contre-expertise n'a été demandée à l'exception d'une. En revanche, pendant les dépositions, le travail de sape des avocats a fait que je n'ai pas été récusée, je suis partie. Je suis partie parce que c'était impossible de déposer sereinement, normalement. Il s'est mis en place une stratégie de harcèlement, d'accusation, de contre-vérité, contre lesquelles mes dénégations n'avaient aucune portée. Et par exemple que je suivais en thérapie les enfants d'Outreau. Donc c'est pour ça que j'étais partiale et que je n'aurais pas dû accepter le travail d'expert. Et c'était faux, bien évidemment. Donc j'ai dit que c'était faux, mais finalement, dans la bronca, dans le brouhaha et dans la façon de faire très stratégique des avocats, ils ont fait comme si les dénégations n'existaient pas. Le président des assises, n'ayant pas les moyens de vérifier les contre-vérités, ne m'a pas récusé, mais a demandé à ce que soit fait nommer, plus exactement, 5 experts pour revoir les enfants que j'avais expertisés. Parmi les nouveaux experts nommés, Christine Condamin, une universitaire habituée à déposer aux assises. Tout a été fait pour discréditer les experts. Les premiers, le premier groupe d'experts, puis celui qui a été nommé comme moi en urgence et qui a corroboré les dires du précédent collège. On a été stigmatisés dans la presse notamment, mais aussi partout, disant qu'on était de très mauvais experts, etc. Parce qu'il aurait fallu qu'on ne dise pas la même chose que nos collègues. Les avocats des agresseurs présumés ont été très très durs. Ils nous ont ridiculisés ou tenté de nous ridiculiser, tenté de nous disqualifier, etc. Tout comme ce que disaient d'ailleurs les enfants. Nous sommes des adultes, mais les enfants, des enfants très perturbés par leur vécu, sont très vite déstabilisés. Et là, tous les enfants à Saint-Omer avaient été déstabilisés par les questions qui leur ont été posées. Il faut être très respectueux avec ce type d'enfants, ce qui n'a pas du tout été le cas à Outreau. Le début de journée décisive dans le procès d'Outreau. La Cour a commencé à entendre les enfants victimes de viol. Ce qu'on attend simplement, c'est que la défense, et je crois que mes confrères le feront, les interroge avec tact et délicatesse. C'est tout le contraire qui va se passer. Alors qu'ils déposent en tant que victimes, les enfants subissent le feu roulant des questions des avocats de la défense. Le président ne va pas réussir à tenir cette audience. On était dans le box des accusés. C'est moi qui parlais en premier. Ils ont essayé de me tuer, ils ont essayé de m'égorger comme un mouton, comme un cochon. On ne nous laissait pas trop le temps de parler, donc les gens, ça, ils l'ont oublié. Les gens, ils ont pris ce que disaient les avocats, mais ils n'ont pas vu que les enfants, ils n'ont pas beaucoup parlé, qu'ils ne pouvaient pas parler. Et les avocats de la défense vont continuer leur mécanique de défense en essayant d'imposer à ces enfants des réponses extrêmement précises sur des faits qu'ils ont depuis des années essayé d'oublier.
Et ça peut se comprendre. Et qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Pour le peu que l'un de ces petits-enfants commence à dire, à tenir un propos qui n'est pas parfaitement exact, eh bien c'est simple. On a un clou, on l'enfonce. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, vous avez là les petites parties civiles. Donc un enfant seul dans le box des accusés. Bien. Vous avez devant vous la salle d'audience, la cour d'assises, le président, ses assesseurs et les jurés. Ici, dans la salle, vous avez l'ensemble des avocats de la défense et les accusés. Et vous avez au fur et à mesure un avocat de la défense qui s'avance vers ce box où se trouve cet enfant qui est seul, sans avoir son avocat à côté de lui, puisque l'avocat est un peu plus bas, et qui commence à lui poser gentiment une question, et puis hop, dès que l'enfant va donner une inexactitude, je ne dis pas un mensonge, je dis une inexactitude, eh bien l'avocat va sauter sur cette inexactitude pour lui dire « Ah oui », et un peu pour le déséquilibrer. Et là, l'enfant va complètement se fermer. Mais vous savez, là je vous parle d'un avocat qui monte. Ils étaient nombreux. Et moi je me souviens de cette image. J'étais assise, j'étais là au premier rang, j'étais assise à côté de Myriam Badaoui, et j'ai vu tous ces avocats monter, tous ces avocats de la défense monter, tous en robe noire, avec le poids du groupe, le poids du nombre, contre un petit enfant, 12 ans, qui est seul dans le box des accusés. Bien, je peux vous dire que le haka des All Blacks, à côté de ça, c'est rien. C'est rien parce qu'en face, on n'a pas le 15 de l'équipe de France. On a un enfant. Et je me suis dit, mais comment il pourrait résister? Dire à un enfant qui commence à déposer t'es un menteur, ça c'est inacceptable. Ça a pourtant été le cas. Hein. Qu'on dise ensuite, par un ensemble de questionnements, l'enfant a menti pour telle et telle raison, bien entendu, ça c'est le travail de l'avocat. Mais faire fermer la bouche de l'enfant en l'impressionnant, ben ça, c'est tout sauf la justice. Il m'a dit, est-ce que tu en es conscience de tes problèmes psychologiques, par exemple? Je lui dis oui. Je lui dis comme un enfant, je dis oui. Mais je lui réponds, à cause de votre client, j'ai des problèmes psychologiques, je ne dors pas. J'ai des médicaments, j'en ai plein gobé tous les jours. Des fois j'ai des piqûres à faire pour 2 semaines où je suis un légume. Mais c'est votre client qui me l'a infligé, c'est tout. Pour pas voir son visage. Ou pour l'oublier. C'était sa première et sa dernière question. Il y en a eu des autres, encore des autres. Rien n'est épargné aux enfants. Chérif est contraint à un douloureux face-à-face avec sa mère, dans l'espoir qu'il craque. Elle m'a dit, je te demande pardon de t'avoir aidé ou de t'avoir fait des choses. Mais mes frères ont craqué automatiquement. Ils sont derrière, je voulais pas les regarder, mais je voulais la fixer, elle. Je lui dis, je vais te dire 2 choses. Et elle continue à parler, je dis, mais attends, tu m'écoutes. Premièrement, je te considère plus comme une mère. Et deuxièmement, je te pardonnerai jamais de ma vie. Jamais. Même si j'ai un jour des regrets. Je te pardonnerai jamais. Comme si le dossier d'instruction n'existait pas, les avocats de la défense présentent Myriam Badaoui comme une mythomane machiavélique. À les entendre, le juge Burgot aurait été subjugué, voire séduit par cette femme. Myriam Badaoui est un personnage assez complexe du dossier, dans le sens où elle donnait beaucoup d'informations, et mon travail à moi était de vérifier les éléments qu'elle me donnait. Elle n'a pas eu l'importance qu'on a pu lui donner par la suite au tribunal. Elle était l'une des mises en examen comme d'autres, et contrairement à ce qu'on a pu dire et écrire ici ou là, ce n'était pas l'ossature du dossier. Faire croire que ce dossier reposait uniquement sur l'attirance d'une cinglée ou d'une folle vis-à-vis du juge d'instruction, c'est un peu facile.
Et ça ne peut convaincre que les personnes qui ne connaissent pas le dossier. C'est pourtant l'hypothèse relayée par la presse qui va rester dans les mémoires. Une hypothèse reprise en haut lieu. Quelles sont les fautes de M. Burgot? Aucune faute de procédure. S'il avait fait une faute de procédure, elle aurait été sanctionnée. On n'avait rien à lui reprocher. Il s'est fait, pardonnez-moi le terme, promener par l'inculpé majeur, Mme Badawi, qui lui disait « il y a Pierre, il y a Paul, il y a un tel, et il croyait dur comme fer à tout ce que disait Mme Badawi. Ça, vous l'avez vérifié dans le dossier? Ah ben ça, c'est de notoriété publique. Dire que le dossier d'Outreau reposait uniquement sur la déclaration de Myriam Badawi, c'est une imbécilité. Je dirais que c'est une malhonnêteté intellectuelle. Ça aurait été impensable qu'on s'engage dans une affaire, que la justice s'engage dans une affaire de ce genre, avec uniquement les déclarations de Myriam Badawi, si ces déclarations avaient été contredites par tous les autres intervenants. Pour ça, c'est une légende. Nouveau coup de théâtre à Saint-Omer. J'ai menti, je suis une menteuse, une malade, j'ai suivi les enfants. D'une phrase à la fin de l'audience hier soir, Myriam Badawi innocente à la surprise générale, 13 personnes accusées d'avoir violé les enfants. Pourquoi, d'un seul coup, une personne dit un discours et change? Et quand elle change de discours, boum, elle se fait piéger parce qu'on la traite de mythomane. Non ceci, non cela. Et on nous traite aussi en même temps, alors que nous, on était victimes. Myriam Badawi, c'est aussi une femme qui, la veille de la déclaration de Kevin et de Dimitri, va subir, je pèse mes mots, va subir 8 heures d'interrogatoire à la barre du tribunal, debout sur 2 béquilles. Face à la violence des attaques des avocats de la défense, elle veut, lorsque Kevin et lorsque Dimitri témoignent, cette souffrance, elle souhaite que ça s'arrête. Elle pouvait être retournée, et elle a été probablement retournée. Alors dans quelles conditions l'a-t-elle été? Je ne le saurai jamais. L'émotion est grande après l'étonnant revirement de Myriam Badawi. Le ministre de la Justice reçoit une note confidentielle qui rétablit les faits. L'accusation ne repose pas sur la parole d'une seule accusée. L'auteur de la note, Jean-Claude Marin, alors directeur général des affaires criminelles et des grâces, s'interroge également sur l'étrangeté de ces revirements. Il pointe des négociations suspectes qui lui inspirent un sentiment de tractation particulièrement déplaisant. Il faut croire que cette note n'a pas pesé lourd en haut lieu. Fabrice Burgot devient, de fait, le responsable du présumé fiasco. Une fois encore, moi je tiens à dire que ce que vous découvrez aujourd'hui, nous le savons depuis le début de ce dossier. Parce que les mensonges de Badawi existent dans le dossier. L'escamotage du dossier d'instruction derrière Myriam Badawi a parfaitement réussi. Il existe un fossé entre ce que relatent les médias et la réalité du dossier. Comment comprendre un tel décalage? Le compte-rendu d'audience, c'est d'abord un compte-rendu de ce qui se passe à l'audience, de ce que nous voyons et ce que nous entendons à l'audience. Mais évidemment, il est nourri par ce qui se fait dehors, ce qui se fait à l'extérieur de la salle d'audience. Et bien évidemment, les procès retentissants avec des personnages, des personnalités importantes, ou alors avec des événements forts, se font davantage à l'extérieur, très souvent davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque, vous le savez très bien, on ne rentre pas une caméra, on ne rentre pas un magnéto à l'intérieur de la salle d'audience. À l'ancienne, persuadé que la justice doit rester au-dessus de toute polémique, le parquet refuse de communiquer avec la presse. Je n'ai pas de commentaires à faire. De ce fait, il abandonne le monopole de la parole à la défense. Les avocats se saisissent de cette opportunité et se relaient à l'extérieur du tribunal pour donner à la presse leur version du procès. Alors que la publicité restreinte est la règle, ils la violent d'une certaine façon. Ces avocats qui sortent pour aller s'adresser aux journalistes à l'extérieur, on viole l'esprit de la loi. Si on dit « Ah, la justice des mineurs, il faut faire attention, les enfants doivent être protégés contre l'extérieur. » Mais si ceux qui sont dedans ont le droit de sortir pour aller raconter. Donc ça a été une affaire d'irruption de l'audiovisuel dans la justice, sur laquelle il faut encore réfléchir pour l'avenir.
Quand vous avez l'huissier Maréco qui sort en pleurs et qui dit « Voilà, on m'a tout pris dans cette affaire, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma famille, on m'a volé mes enfants, ma mère est morte, on m'a pris mon étude, j'ai dû vendre ma maison, et vous verrez, ça vous arrivera », et il se met à pleurer, on est obligé de l'enregistrer, et si vous travaillez dans une télé et dans une radio et que vous ne passez pas ça en boucle, vous ne faites pas votre métier. Et l'événement, c'était ça. L'événement, c'était des accusés injustement mis en détention et qui, tout d'un coup, devenaient innocents et nous racontaient leur souffrance. Pour la première fois, les gens ne se sont pas identifiés à la victime, mais à l'auteur présumé injustement mis en cause. C'est pour ça qu'il y a eu un renversement avec cette affaire d'Outreau. J'ai fait un accouchement de 3 années. La caméra avait montré les visages en larmes, des images extrêmement fortes qui ont été pour moi des pièges à conviction parce que brutalement, toutes les personnes accusées qui avaient été innocentées provisoirement par l'une des accusées, toutes ces personnes devenaient des victimes puisqu'ils souffraient, et objectivement et naturellement ils souffraient, et on ne peut souffrir que si on est victime. Alors de ce fait-là, l'espace victimaire était occupé par les adultes accusés, il n'y avait plus de place pour d'autres victimes. La parole des enfants, c'est devenu la mauvaise enquête de Burgot, c'est devenu une instruction en charge, c'est devenu la détention provisoire, le problème de mettre des gens en détention avant de les juger. Petit à petit, on s'est désintéressé des enfants, ça c'est évident. On est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de tous coupables à tous innocents. Et avec un espèce d'effet balancier où il n'y avait absolument plus aucune nuance possible et peut-être que, et sans doute, le dossier était beaucoup plus complexe. La défense a gagné la bataille médiatique. Et, puisque des médias les annoncent avant la fin du procès, la France entière attend 13 acquittements. C'était oublier que les jurés, eux, avaient assisté au procès à l'intérieur du tribunal. Myriam Badaoui, 15 ans de réclusion. Son mari Thierry Delève, 20 ans. David Delplanque, 6 ans. Aurélie Grenon, sa compagne, 4 ans. Les deux couples voisins à Outreau avaient reconnu les viols des enfants de lait. Après plus de 15 heures de délibération, la cour d'assises du Pas-de-Calais a aussi condamné 6 autres personnes qui, elles, protestaient de leur innocence. 5 des peines prononcées dépassent ainsi les réquisitions du procureur général. J'ai hurlé avec les loups, ça ne tient pas, c'est complètement... c'est impossible. Pourquoi il y en a qui sont innocentés alors que d'autres sont... Bon, ils étaient tous dans la même histoire, ils doivent tous être innocentés. Le verdict est difficilement compréhensible. Pour obtenir la condamnation de certains accusés, l'avocat général va imaginer que les époux de lait ont créé une petite entreprise de proxénétisme. Le problème, c'est que s'il y a une entreprise de proxénétisme, il faut qu'il y ait des clients qui puissent donner un peu d'argent pour obtenir les services de ces jeunes enfants. Et le problème, c'est que les personnes qui seraient capables de donner cet argent, eh bien, ce sont les mêmes personnes pour lesquelles monsieur l'avocat général va requérir les acquittements. Et vous voyez là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ce réquisitoire ne tient pas. 6 condamnés sur 10 font appel. Les 12 enfants violés par les 4 autres, et parmi eux, Chérif et Dimitri, sont donc officiellement reconnus victimes par la justice. Le verdict de Saint-Omer est un succès en demi-teinte pour les avocats de la défense. Ils crient au fiasco judiciaire. Pour ma part, ce n'est pas un fiasco lié à l'acquittement. Je vous ai dit, c'est le fonctionnement normal de la justice. Le parquet poursuit, la cour d'assises, le tribunal relaxe ou acquitte. C'est normal. Par contre, la façon dont la cour d'assises a été menée, les débats qui ont fait que les enfants ont été encore malmenés en audience, là réside effectivement peut-être la grosse difficulté, en tout cas qui pour moi est importante, et là on peut parler de fiasco, à savoir que la tenue des audiences n'a pas été ce que la justice a montré de mieux. Dès qu'a été connue la décision de la cour d'assises de Saint-Omer, que 10 présumés coupables sur 17 ont été condamnés, il y a eu un sentiment qui n'était pas diffus, mais un sentiment assez certain
que nous étions dans le cadre d'une erreur judiciaire. À Paris, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup d'acquittements. Ça n'a pas manqué. La suite, comme le prévoyait le garde des Sceaux, s'apparente à la chronique d'un acquittement général annoncé. Contrairement à l'usage, le parquet ne fait pas d'appel général. Si bien que les 6 condamnés qui ont fait appel sont rejugés seuls, ce qui prive la seconde cour d'assises d'une approche globale de l'affaire. Et c'est Paris qui accueille le procès en appel, comme pour lui donner une dimension nationale. Pour moi, c'était « Ah ok, tu veux faire appel, donc ça veut dire que tu veux essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas vrai. » Mais dans ma tête, j'ai dit « Tu vas t'en prendre plein encore plus la gueule. Il y a des violeurs ou quoi qui font appel, ou même des meurtriers. C'est pour faire le malin. Souvent, on dit, tu vas faire le malin, tu vas tomber dans le ravin. Donc toi, tu t'es pris 7 ans, maintenant tu vas te prendre 14 ans. Parce que tu te fous de notre gueule. » Novembre 2005, le procès en appel s'ouvre à Paris. Les enfants ont été interrogés de même façon, très violemment. De toute façon, ils étaient dans un état de grand traumatisme judiciaire, je dirais. Ils ne voulaient pratiquement plus parler. J'ai attendu des heures et des heures et des heures avant de parler. Quand ils m'ont appelé, je regardais au carreau, il faisait déjà nuit. Ils ouvrent la porte, j'arrive, et là, tous les accusés me regardent. Ils me regardent rentrer. Mais moi, j'y étais cool. J'y étais comme un soldat. J'ai vraiment mis ma tête haute et je suis parti comme ça en regardant. En face de moi. Je mets mes 2 mains sur la barre. Il me dit, tu pourrais dire ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Donc j'explique encore le baratin. Il me dit, est-ce que tu te souviens d'eux? J'ai dit oui. Il regarde et me dit, tu pourrais me nommer par numéro. Qui tu connais? Par exemple, ce numéro. Donc c'était à peu près la... Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Il fait, hop, c'est parti. On me coupe la parole. Les avocats de derrière. Où il n'y a personne, même mon avocat, moi, qui a pris ma défense. Mais il faut se mettre dans la tête d'un enfant de 14 ans. On l'insulte de mytho. Tu es comme ta mère. Pour la France entière, ta propre mère de sang est une mythomane et un monstre. Donc, je suis un monstre. Et après, on te pose la question, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je sais plus. C'est qui elle? Je sais plus. C'était ma mère. Mais je sais pas. Pour faire rire la salle, l'avocat général va jusqu'à demander à Chérif s'il a été violé par des extraterrestres. Le plus important dans toute cette affaire, je pense que c'est la parole des enfants. C'est vraiment un truc qui m'a fait du mal de savoir que des gens pouvaient se permettre de juger des victimes. Un climat délétère. L'expert Christine Condamin reçoit même des menaces de mort. Elle n'obtiendra aucune protection. Nous, les experts, on a été interrogés. C'était surréaliste. La présidente de la cour d'assises a lu en riant mes expertises. Elle a lu en riant. Et elle a dit, de toute façon, ce n'est pas la peine que je vous interroge. Et puis les avocats ont commencé à rire. Et voilà. Et c'était tout. Et c'était fini. Ça a été très rapide, en fait. Pour moi, ça a été très rapide. Pour mon collègue qui s'est fait interroger sur la faute d'orthographe unique qui avait été dans son rapport et la faute de typographie, ça a duré 3/4 d'heure. Tous les experts ont trouvé les enfants crédibles. Mais c'est pourtant la parole d'un autre psychiatre qui va être retenue. Celle du docteur Paul Bensoussan, cité comme témoin par la défense. Il me paraissait impossible de laisser passer le message que les enfants, parce qu'ils sont carencés, et simplement parce qu'ils sont carencés, sont capables d'inventer des choses comme ça. C'est effectivement la thèse qui a été soutenue par un psychiatre, et un seul, parmi tous les nombreux qui ont été auditionnés par la cour d'assises et qui sont intervenus dans l'affaire, un seul.
il faut quand même savoir que c'est le seul qui n'avait pas examiné les enfants. Le réquisitoire de l'avocat général est si favorable aux accusés que les avocats de la défense vont renoncer à plaider. L'avocat général Yves Janier explique ce qui a le plus manqué dans cette affaire, c'est l'humanité, l'humilité. Il évoque les mensonges des enfants, la déformation de leurs paroles. Il requiert l'acquittement des 6 accusés pour qu'ils n'aient jamais à baisser les yeux. Ce fut un grand moment d'humanité. Ce fut un moment bouleversant que de s'entendre enfin reconnaître innocent. Et là, j'ai senti qu'il y avait un problème, vraiment un problème, et qu'il y avait un malaise, et qu'on était en train d'aller trop loin. Comme on avait été trop loin la première fois, on était en train d'aller trop loin la deuxième fois. La fin du procès va être marquée par un événement exceptionnel. Et Yves Bott, le procureur général de Paris, s'invite au procès. Une présence pour appuyer haut et fort les réquisitions d'acquittement général. J'ai vécu l'affaire d'Outreau comme un traumatisme. Le mot n'est pas trop fort. Et quand j'y repense aujourd'hui, le qualificatif qui me vient spontanément à l'esprit, c'est douloureux. Moment irréel, une conférence de presse organisée dans la salle même des assises, après le départ de la cour et des jurés. Le procureur général de la Cour d'appel de Paris demande l'acquittement pour tous et exprime ses regrets. On bascule du hors-norme dans l'insensé. Cette manière de prendre possession, qu'une des parties, fût-elle le ministère public, de prendre physiquement possession de l'endroit du débat, avait quelque chose, chacun fait de son goût la norme, mais de mon point de vue, d'extraordinairement choquant. Le procureur général de Paris, Yves Bott, juriste avisé, aurait-il agi sur ordre du ministre de la Justice? Je lui ai fait savoir par mon directeur de cabinet que je réprouvais son comportement parce que ce n'était d'abord pas son rôle, et deuxièmement, ce qui était particulièrement choquant, c'est qu'il s'était exprimé avant que les jurés n'aient eux-mêmes décidé ce qu'il convenait de faire au sujet des accusés en appel. Personnellement, je n'ai pas de souvenir que M. Pascal Clément m'ait exprimé sa réprobation. En quelque sorte, je le regrette presque parce que s'il éprouvait une réprobation et qu'il m'en ait parlé, nous aurions pu nouer le dialogue, mais il n'était absolument pas dans mon pouvoir, et d'ailleurs je ne l'ai pas fait, de présenter les excuses de l'institution. Ça, c'est au ministre de le faire, et d'ailleurs il l'a fait par la suite. Ils ne sont pas encore jugés coupables, mais ils ne sont pas aussi encore jugés innocents. Et ils demandent déjà pardon devant les télés en France. Et les juridictions vont se dire, ils sont de notre gueule, eux. On est des citoyens. Donc, on nous a volé. Quelqu'un de la justice nous a volé. Et parlons de M. Burgot. On dit qu'il a foiré, sans preuve, ou il a fait comme il a pu. Mais Yves Bott, on a la preuve qu'il a foiré. Est-ce que lui, on a dit que lui, il va aller dans la cour ou je sais pas quoi, pour avoir sa punition? Ça, non, personne. Personne n'a osé aller le voir en disant hey, toi, tu vas être jugé. Parce que t'as merdé. T'as fait une faute grave professionnelle. Il y en a un qui aurait dû être poursuivi devant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est M. Bott. Hein? C'est cette attitude. Enfin, c'était un mépris pour la souveraineté populaire, un mépris pour les juges indépendants. Eh bien, lui, il n'a pas du tout été poursuivi. Il a été promu procureur à la Cour de justice européenne. La politique était venue se mêler dans ce procès. Hein? Il n'y avait pas besoin de ça. Ça pouvait tout à fait être tranché, fût-ce par un acquittement général, mais un acquittement général qui n'aurait pas été fait sous la contrainte, sous la pression politique. À tel point, enfin, là voilà la cerise, qu'on a osé demander. Le procureur a osé faire demander à la présidente de la Cour d'assises de ne pas délibérer plus de 3 heures pour
que le résultat puisse être annoncé par M. Clément à la télévision au journal de 13h. Enfin, c'est à vomir, à vomir. Les délibérations du jury dureront plus longtemps que prévu. C'est au journal télévisé de 20h que le ministre a présenté aux acquittés les excuses de l'institution judiciaire. Acquittement au bout de 8 heures de délibéré, la délivrance pour les 6 innocents après 4 ans de calvaire. Dans la salle de la cour d'assises, tous ont pleuré, se sont longuement étreints. Franck Lavier avait tout perdu, honneur, travail, enfants, tout sauf sa femme Sandrine, unie avec lui pour le pire et ce soir le meilleur. Il n'oublie rien. Il y a eu des tentatives de suicide. Il y a eu des séjours en psychiatrie. Il y a eu des douleurs, des familles brisées, des enfants brisés. Il y a nous de brisés. Et tout ce que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que on a été réhabilité à la civilisation. Qu'un accusé dise, après avoir été acquitté, voilà la preuve que je suis innocent, mes accusateurs ont menti, moi je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. Maintenant, pour les professionnels, et l'avocat en premier, ce n'est pas exactement le sens de l'acquittement. C'est d'ailleurs tellement vrai que si on devait aller jusqu'au bout, une personne acquittée devrait toujours pouvoir faire condamner ses accusateurs pour diffamation ou pour dénonciation calomnieuse. Ben, c'est rarissime. Hein. C'est rarissime. Il y en a qui s'en gardent bien. Hein. Et preuve que cette affaire est sans précédent, Dominique de Villepin a annoncé qu'il recevrait les acquittés. Il leur promet une réparation rapide. Chacun des acquittés reçoit une indemnité entre 300 et 500 000 euros. Ce qui fait exploser le budget national réservé aux victimes d'erreurs judiciaires graves. Quant aux 12 enfants qui ont subi des viols répétés pendant parfois plusieurs années, ils se voient attribuer une indemnité 10 fois moindre, 30 000 euros. Accompagnés par leurs avocats pour cette rencontre avec le Premier ministre qui les avait invités. 1h30 d'entretien avec les 7 acquittés de Saint-Omer, les 6 de la semaine dernière. À la sortie, la République veut montrer qu'elle leur fait honneur. Le Premier ministre en personne les raccompagne sur le perron de Matignon. La presse peut alors saisir l'image d'une inédite photo de famille. Alain Maréco, bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Les acquittés sont invités sur de nombreux plateaux télévisés. Ils ne se privent pas de critiquer la justice qu'ils estiment déraisonnable. J'attends des excuses de la part des personnes qui nous ont mis en prison. Par exemple le juge d'instruction. Par exemple le juge d'instruction. Lâché par sa hiérarchie, Fabrice Burgaud est livré à un lynchage médiatique. Ça a duré pendant des mois, et puis chacun apportait sa petite pierre à l'édifice, je dirais, en mettant la barre toujours plus haut. Je rappellerai que j'ai été comparé à un nazi, Eichmann, par un journaliste de Libération, le journal Le Quotidien, également un terroriste international par Télérama. Et c'est vrai que c'est difficile de vivre ça au quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est particulièrement difficile. Ces 2 journaux ont été condamnés en diffamation. C'était mon honneur que j'avais à défendre. Et je pense qu'il y avait 3 façons de réagir. Soit de tomber dans une profonde dépression, soit d'en finir, soit de remonter les manches et de dire je vais leur prouver que finalement j'ai pas si mal travaillé que ça. Pour la première fois concernant la justice, une commission d'enquête parlementaire est constituée en janvier 2006. La commission n'estimera pas utile d'entendre les enfants victimes.
Tout était déjà préparé très en amont pendant le procès. Il est clair que le verdict de Paris était une simple formalité qui était préparée très à l'avance. Devant la commission d'enquête parlementaire, Fabrice Burgaud aurait pu demander le huis clos. Mais il veut s'expliquer en public, c'est-à-dire, pense-t-il, devant les députés et les journalistes. En fait, son audition est retransmise en direct sur les principales chaînes télévisées. Et il était dans un petit salon avec ses 2 avocats. Il était accablé, je me souviens très bien. Il était penché comme ça, la tête dans les mains. Et je suis arrivé, il s'est retourné, je lui ai mis la main sur l'épaule. Je lui ai dit, monsieur le juge, monsieur Burgaud, il était là en tant que monsieur Burgaud. Je lui ai dit, monsieur Burgaud, il faut y aller maintenant. Et en disant cela, je me suis dit, mais c'est exactement ce que disaient les magistrats qui allaient chercher les condamnés à mort. Je vous donne la parole. Vous imaginez l'émotion qui, à cet instant, est la mienne. D'abord parce que je me trouve en présence des personnes qui ont été acquittées par la cour d'assises, par les cours d'assises. Je pense à ces enfants qui ont été également violés par des adultes qui les ont battus, qui leur ont infligé des sévices épouvantables. Je sais que cela a choqué et cela peut encore choquer, mais je l'ai dit et je le redis, j'estime avoir effectué honnêtement mon travail, sans aucun parti pris d'aucune sorte. J'ai eu la sensation, alors que je venais pour m'expliquer, que personne ne cherchait à comprendre, personne cherchait à savoir ce qui s'était passé véritablement. Chacun essayait de se faire valoir devant les caméras de télévision. Il est clair qu'il n'avait pas lu une ligne du dossier. Incroyable, le juge d'instruction interrogé comme un malfaiteur. À la fin, l'avocate a demandé de recommencer une confrontation. Oui, et vous avez refusé, alors que la première était faite sans avocat. Oui. Alors expliquez-vous là-dessus, s'il vous plaît. Fabrice Burgaud est sommé de répondre précisément à des questions portant sur des détails, 4 ans après l'instruction, de mémoire, sans avoir pu se replonger dans le dossier. Non, aujourd'hui... Je voudrais des réponses précises quand même à certaines questions. Non, aujourd'hui... D'accord, mais la question est, dans les cabinets d'instruction, comment est-ce que ça se passe? C'est ça qu'on veut savoir. Il n'est pas venu, cet avocat. Moi, je suis pas comptable. Hein. Il paraît que c'est une affaire qui a beaucoup intéressé le pouvoir politique. Il paraît, certains pensent, qu'elle a été même utilisée contre l'institution du juge d'instruction. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que de cette affaire est ressortie une image du juge d'instruction totalement défigurée. Sans doute qu'il y a eu une instrumentalisation, oui. Je pense que là, Burgaud et l'instruction, enfin, le juge d'instruction, il y a eu cette idée, on va taper sur le juge d'instruction à travers cette affaire d'Outreau, et c'est tout bon pour, effectivement, pour essayer de supprimer ce juge d'instruction qui, dans certaines affaires, il faut bien le dire, politico-judiciaires, est gênant. Tout le drame d'Outreau, c'est pas Burgaud. Le drame d'Outreau, c'est qu'on ait mis en détention provisoire des gens pendant des temps absolument infinis. Hein. Mettre des gens 3 ans en détention, eh bien ça, oui. Mais ça, c'est et la responsabilité du politique, hein, la responsabilité du bon peuple qui n'aurait pas admis que ces gens-là, au début, ne soient pas détenus. Enfin, on révélait des choses tellement effroyables. Comment pouvait-on imaginer qu'on les laisse ça en liberté? Donc, il y a ça. Et puis en plus, c'est jamais M. Burgaud qui a décidé de la mise en détention d'aucun des détenus, d'aucun des acquittés d'Outreau. Ça a toujours été le juge de la liberté, de la détention, et ça n'était pas lui. Alors pour quelle raison tout le monde s'est focalisé sur lui plutôt que sur le juge de la liberté de la détention? C'est comme ça. Juge d'instruction. Parce que
Parce que c'est le juge d'instruction, parce qu'on voulait supprimer le juge d'instruction et qu'il fallait montrer que le juge d'instruction non seulement était inutile, mais il pouvait même être parfois nuisible. Peut-être. Peut-être. Jacques Chirac, je ne me souviens pas qu'il ait eu vraiment le projet de supprimer le juge d'instruction. Je crois que Jacques Chirac était surtout intéressé par la suppression de son juge d'instruction, si j'ose dire. Il n'a jamais développé de grandes réformes visant à supprimer le juge d'instruction. En revanche, Nicolas Sarkozy, c'est vrai, a utilisé cette affaire, et il a même cité à plusieurs reprises l'affaire d'Outreau et le juge Burgot pour dire, regardez à quel point il faut se débarrasser de ces juges quand on voit les catastrophes dont ils peuvent être responsables. Donc évidemment que l'instrumentalisation a eu lieu. Fabrice Burgot fait l'objet d'une enquête de l'Inspection générale des services judiciaires qui finalement le blanchit totalement. Le rapport rendu public aujourd'hui va-t-il mettre un terme à la polémique sur Outreau? Ce n'est pas certain. Cet après-midi, le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire, le député Philippe Houillon, a demandé que le Conseil supérieur de la magistrature soit tout de même saisi. Je voudrais dire également ma stupéfaction après les conclusions de l'inspection judiciaire sur les conséquences d'Outreau. Alors donc, il n'y a pas de responsable, pas de coupable et pas de sanction. Il y a simplement quelques personnes qui ont fait 3 années de prison pour rien. Eh bien moi je dis, ce n'est pas normal. J'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature sur le comportement des magistrats dans cette affaire. Ça a pris un certain temps, et bien m'en a pris, parce que, je répète, certains, et j'ai été poussé par certains magistrats pour ne pas le faire. On dit, écoutez, monsieur le ministre, vous avez demandé à l'inspection des services judiciaires une enquête, ils vous disent qu'il n'y a rien à faire, rien à voir, qu'il n'y a qu'à circuler, pourquoi ne circulez-vous pas? Eh bien, j'ai considéré que l'opinion publique n'aurait pas compris. Je pense que c'était un signal très très fort donné à l'ensemble des juges d'instruction et puis au pouvoir des gages donnés au pouvoir politique qui, par là même, pouvaient demander la suppression du juge d'instruction. Il faut se rappeler que dans le même temps, un autre juge d'instruction très expérimenté, Renaud Van Ruynbeck, a été poursuivi par le pouvoir politique. Je pense qu'il y a une large dimension dans ce dossier de revanche du politique sur le pouvoir judiciaire. Le dernier acte de cette chasse au juge d'instruction se situe en 2009 avec la comparution de Fabrice Burgot devant le Conseil supérieur de la magistrature. À l'issue de délibérations houleuses, Fabrice Burgot n'écope que de la plus faible des sanctions prévues, une simple réprimande, pour satisfaire le ministre et l'opinion publique. Rarement une grande affaire judiciaire aura aussi peu divisé l'opinion, les politiques et les médias, comme si la prudence et le bon sens avaient été anesthésiés. Moi, je suis passé de ce malaise, d'un profond malaise, au doute. C'est-à-dire que en 2007, là c'est vraiment c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce déclic. C'est-à-dire qu'en 2007, avec mes collègues Christophe Labbé et Olivier Rocassin, on a accès à un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, une note ultra confidentielle qui essaie de comprendre le rôle qu'ont joué les médecins et les acteurs de santé dans l'affaire Outreau. Pourquoi? Parce que aucun signalement n'a été fait à l'époque par les médecins, aucun signalement de violence, de maltraitance physique comme sexuelle. Donc l'IGAS essaie de comprendre pourquoi. Et là, patatras. Je veux dire, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le rapport montre que chez 5 enfants, dont les parents ont été acquittés, c'est-à-dire ça touche 2 familles, eh bien, il y a des indices évocateurs d'abus sexuels. On fait une page et c'est, je veux dire, ça passe complètement inaperçu. C'était pas audible. Outreau est devenu une référence qui pèse sur tous les tribunaux. Une évolution dénoncée en février 2011 lors d'un colloque à la faculté d'Assas-la-Sorbonne. Je dirais que l'impunité d'un agresseur sexuel aujourd'hui est garantie
lorsque cet enfant a moins de 3 ou 4 ans. Ça, c'est la réalité judiciaire au jour d'aujourd'hui. Je veux dire vraiment avec force que la sacralisation de la parole de l'enfant, c'est un mythe. Ça n'a tout simplement jamais existé. Et prétendre que Outreau en serait la manifestation, ça, c'est pas un mythe, c'est une aberration. Parce que, quand même, il faut dire les choses pour ce qu'elles sont. Jamais, comme à Outreau, la parole des enfants n'a été à ce point piétinée. L'affaire dite d'Outreau a marqué un recul considérable dans l'évolution du droit des enfants, comme le souligne Gérard Lopez, psychiatre et expert devant les tribunaux. Figurez-vous qu'il n'y a plus de défenseurs des enfants. Figurez-vous que les brigades des mineurs ont été rebaptisées brigades de protection de la famille, puisque les enfants mettent en cause les familles. Ce ne sont pas les enfants qui votent. Et on s'intéresse plus aux maltraitances faites aux personnes âgées, qui votent elles aussi, comme vous le savez, alors que les enfants, ils sont dans le silence jusqu'à l'âge adulte. Mais à côté de la vérité judiciaire des acquittés d'Outreau, une autre vérité chemine. Celle des enfants victimes qui grandissent et qui, l'un après l'autre, deviennent majeurs. Je pense que ces enfants, la manière qu'ils ont été traités, peuvent devenir des bombes à retardement. Tout en sachant que ces enfants sont notre avenir. C'est l'avenir de la société. Les adultes vont disparaître. Mais ces enfants, c'est l'avenir de notre pays. Et qu'est-ce que ça va donner par la suite? L'avenir de toutes les victimes est entre leurs mains. C'est pas en cachant le mal qu'on vous a fait que vous irez mieux. Et nous, on mérite d'avoir la parole. On mérite d'être soulagés, on mérite de vivre. J'espère que vous déciderez comme moi, comme l'a fait Chérif. Car la chance de pouvoir parler aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence. L'affaire d'Outreau a concerné, ne l'oublions pas, plus de 50 enfants. Et la plupart n'ont pas été reconnus victimes. Dimitri errait de squat en squat lorsque nous l'avons rencontré. Chérif, lui, c'est au Sénégal que nous l'avons retrouvé. Yeah, je me présente, je m'appelle Chérif Delay. Et je veux parler aujourd'hui pour tous les gens qui se sont fait violer dans le monde. Pour tous les jeunes qui n'ont pas pu parler, ou qui n'ont pas eu la chance de parler. Yeah. Je dédicace aussi cette chanson à tous les jeunes de France, à mon frère Dimitri, Jonathan, Dylan, et à mon père. Voilà l'histoire de cette fille qu'on appelle Christelle. Et chaque soir prend son petit frère à la maternelle. Et avant de rentrer chez son paternel, il joue avec sa copine, dit dans la petite rue. Elle encore trop jeune pour savoir que la vie est cruelle. Trop jeune pour qu'elle crève la dalle, en plus elle est belle, belle. Belle comme un diamant noir, mais parfois son père lui dit de se cacher dans l'armoire et à l'égard de son petit frère qu'elle aime tant voir. Et parfois son père lui dit d'embrasser l'oiseau, de caresser les œufs quand il s'enlouche sur le dos. Putain c'est trop crado, pourquoi on fait ça à un enfant? Plus que ça vit plus que délinquant. Mais heureusement une vie, ça se reconstruit. Il faut briser le silence, ouais, et faire du bruit. Enfance maltraitée, père incestueux, vie regrettée. Acte de vicieux, enfance maltraitée, père incestueux, dans un foyer c'est honteux. Là l'histoire d'un jeune garçon qu'on appelle Julien, élève de CM1, vit dans un petit patelin. Et comme fils de chrétien, il va au catéchisme. Il ne plonge plus dans l'égoïsme, pris du fascisme, de l'extrémiste, Osmaïl Royal. Il s'est fait caresser, il voulait nous regarder. Yeah. C'est pour toi Aurore, je te demande pardon si j'ai pas pu parler quand j'étais jeune. Mais j'étais trop jeune, j'avais peur de mourir, j'avais peur de dire s'il te plaît Aurore, pardonne-moi. Dimitri, ok t'as fait la vedette, moi qui étais jaloux de toi. Jonathan, toi qui as eu des problèmes. Ouais, Dylan, je t'aime. Papa, je t'ai jamais connu, je t'ai jamais dit à quel point je t'aime. Je t'ai pas regardé,
je t'ai pas vu. Je connais même pas ton nom, mais un jour viendra, Inch'Allah. Inch'Allah, un jour on se bradera. Un jour, Inch'Allah, on se verra. C'est pour tous les jeunes de France qui se sont fait violer. Tous les jeunes de France qui se sont fait maltraiter, qui n'ont pas pu parler. Tous les jeunes de France qui ont peur de la mort, qui ont peur de tout. Qui ont peur de tout.